Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. La mondialisation rend les frontières internationales floues. Il y a quelques décennies, simplement, Charles Engine Taylor avait dit ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis et réciproquement. Aujourd'hui, les choses ne sont plus aussi simples. Il n'existe même pas de consensus aujourd'hui sur un critère qui définirait la nationalité d'une entreprise. Qu'il s'agisse du siège social, de la nationalité des actionnaires, des dirigeants, les principaux sites de production, d'assemblage, de vente, enfin bref, il y a débat. Alors le sport n'échappe pas à ce constat de porosité des frontières nationales. Un simple exemple qui est amusant d'ailleurs pour s'en persuader, c'est la finale du 200 mètres des championnats du monde d'athlétisme qui s'est déroulée à Londres en 2017. Le vainqueur est un Turc, Ramil Guliev. À la fin de la course, il est supposé s'emparer du drapeau national pour effectuer un tour d'honneur. Le problème, c'est qu'au lieu de prendre un drapeau turc, il prend un drapeau azéri. Alors il se ravise rapidement, on lui fait observer, je suppose, et il finit son tour d'honneur avec les deux drapeaux. On imagine que dans le moment d'émotion, il avait oublié sa nationalité d'origine parce que Ramil Guliev est un sportif naturalisé. C'est symptomatique, c'est un bon exemple, puisque la Turquie naturalise les sportifs à des fins de prestige, de réputation. Il ne faut pas trop pleurer sur le sort de l'Azerbaïdjan, un petit peu arroseur arrosé en la matière, puisque l'Azerbaïdjan également naturalise les sportifs, souvent d'Afrique de l'Est, également pour améliorer son prestige et son palmarès dans les compétitions internationales. Ce sont les instances sportives internationales qui déterminent pour chacun des sports les critères d'éligibilité à la nationalité sportive. Il existe évidemment dans pratiquement tous les sports une relation entre la nationalité sportive et la nationalité juridique, mais la nationalité sportive n'est pas la nationalité juridique. En fait, la nationalité juridique, c'est une des conditions, c'est une condition nécessaire, mais une condition non suffisante pour pouvoir pratiquer un sport sous un drapeau particulier. Je prends l'exemple du football. Pour pouvoir jouer dans une sélection nationale, il faut non seulement posséder la nationalité juridique, mais être né ou avoir des parents qui sont nés ou des grands-parents qui sont nés, ou alors avoir vécu 2 ans sur le territoire de la fédération concernée. Il existe une exception, le rugby, qui a déconnecté entièrement la nationalité juridique de la nationalité sportive, puisqu'il suffit de résider dans le pays pendant une période suffisamment longue, aujourd'hui c'est 60 mois, pour pouvoir jouer pour une sélection nationale, même si on n'a pas le passeport du pays considéré. Pour un sportif qui envisagerait de changer de nationalité sportive, dans les sports individuels, il est prévu une période d'attente qui peut varier de 1 an à 3 ans, selon le sport, selon également la situation, est-ce qu'il y a accord entre les deux fédérations. Dans les sports collectifs, pour maintenir une forme d'homogénéité, d'intégrité des compétitions, on est opposé au changement de nationalité. Une fois que vous avez joué dans une sélection senior, sélection adulte, pour une sélection nationale, vous ne pouvez plus en changer. Vous avez une nationalité sportive à vie, on va dire. L'exception ici, c'est le handball, où il suffit d'attendre 3 ans pour pouvoir changer de sélection nationale. Et puis évidemment, le cas de figure auquel on pense évidemment, c'est le cas du Qatar, donc qui a abondamment puisé dans cette réglementation, puisque dans la sélection du Qatar qui a fini au 2e rang du championnat du monde en 2015, il n'y avait que 4 natifs du Qatar. Évidemment, cette évolution n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Premier problème qu'on peut mentionner, c'est un problème qui est plus spécifique aux pays riches, aux pays du Nord, c'est les problèmes d'inondation du marché du travail par une main-d'œuvre étrangère.
Donc, ça met en cause peut-être la problématique de la formation ou l'éclosion de talents nationaux. Le basket, de ce point de vue-là, a essayé de mettre en place une stratégie de contournement de l'arrêt Bosman, qui permet à des sportifs d'énormément de nationalités d'avoir accès au marché européen, par le statut de joueur formé localement, JFL. Donc c'est un statut particulier qui est accordé aux joueurs ayant passé 4 ans dans le pays, ayant été licenciés en fédération nationale française, entre 12 ans et 21 ans. Donc il y a un problème à ce niveau-là, c'est-à-dire est-ce que les talents nationaux vont pouvoir se développer, vont pouvoir survivre à partir du moment où il y a énormément de sportifs de qualité, souvent d'un meilleur niveau, qui arrivent sur le marché national ou sur le marché européen, si on raisonne au niveau européen. Ça, c'est du côté des pays du Nord. Du côté des pays du Sud, ça ressemble un petit peu non pas à une fuite des cerveaux, mais une fuite des muscles. Puisque les pays riches viennent puiser des talents on va dire sans vergogne. Parfois, ce sont des sportifs qui ont été formés dans des pays du Sud, et puis ils vont être recrutés par les pays riches pour jouer dans des clubs, mais aussi parfois dans des sélections nationales. Alors, par un effet paradoxal, on a observé dans le football une espèce d'inversement du mouvement de balancier. Sous la pression des pays du Sud, la FIFA a modifié son règlement et aujourd'hui, un sportif binational, tant qu'il n'a pas joué dans une sélection senior, dans la sélection senior d'un pays, sélection adulte d'un pays, peut opter pour la sélection de son autre pays, de la nationalité de ses parents, par exemple, s'il vient d'Afrique, même s'il a joué dans des sélections jeunes. Donc ça modifie complètement la donne, parce que ça peut vouloir dire qu'un jeune binational, je ne sais pas, un jeune Sénégalais par exemple, un jeune Algérien, qui a une binationalité, donc qui a bénéficié d'une formation à la française, des infrastructures françaises, finalement, c'est bon pour lui, c'est bon pour son pays, pourra jouer sous les couleurs du Sénégal, pourra jouer sous les couleurs de l'Afrique. Donc c'est pour ça que les pays du Nord sont un peu embêtés par cette réglementation qui rééquilibre les forces. On est ici dans une situation de rééquilibrage des forces. Alors pour se projeter dans l'avenir, à la suite de l'arrêt Mecca Medina, des questions se sont posées et certains commentateurs ont même suggéré l'idée qu'à l'avenir, le sport risque d'être totalement soumis au droit commun et on pourrait se trouver dans une situation où finalement les fédérations, les instances dirigeantes du sport seraient totalement dépossédées de leur pouvoir de décision. Elles se contenteraient finalement de fixer simplement les règles du jeu, la surface du terrain et la couleur des ballons. Donc, en même temps, vous avez le livre blanc produit par la Communauté européenne qui défend la spécificité du sport comme activité, sans définir très précisément ce qui est entendu par là. Donc, est-ce que les fédérations sportives vont pouvoir s'appuyer là-dessus pour défendre leurs intérêts? Rien n'est écrit, rien n'est défini. En fait, c'est des choses qui vont se décider au niveau juridique, mais évidemment, les enjeux sont énormes. Par exemple, les suspensions de joueurs pour dopage sur 2 ans, 4 ans, voire les suspensions à vie, on peut considérer d'un point de vue juridiquement que ça empêche quelqu'un de remplir ses obligations professionnelles. Je suis un sportif, on m'empêche de pratiquer mon métier et à partir de là, je suis victime d'une forme de discrimination. Donc, et les fédérations à ce moment-là perdraient la main si en effet le pouvoir de sanction n'était plus le même. Alors on peut considérer aussi que le dopage empêche le sport de se dérouler. Enfin vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas tranchées de manière définitive.